Donc, vous avez bien compris, la séquence questions viendra après le tour de table où Philippe pourra encore répondre à vos questions. Je demanderai à Patrick Morel d'Enedis de nous rejoindre également, Xavier Arnoux de la Chambre d'agriculture de la Meuse et Arthur Adamzik de la Chambre d'agriculture de la Marne pour ce petit table ronde consacré à la perspective pour la robotique de plein champ. Bien, on va peut-être commencer par Patrick Morel d'Enedis. Alors, on peut se poser la question, quel est, entre guillemets, l'intérêt d'Enedis pour la robotique agricole? Et puis, je crois que derrière, on a, par rapport aux enjeux, la décarbonation aussi de l'agriculture, donc l'électrification de l'agriculture. Donc, je vous cède la parole pour nous partager votre vision et vos projets. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir aujourd'hui pour présenter les projets sur lesquels on travaille en lien avec le secteur de l'agriculture. En deux mots, je voulais vous rappeler qui nous sommes, en fait, ce qu'on fait. Alors tout à l'heure, vous parlez des, je crois que j'ai cru comprendre, les petits hommes en vert. Ben, nous, c'est les petits hommes en bleu. Voilà, ben, voilà. On a les véhicules bleus, vous voyez, sur les routes. Donc c'est nous, Enedis. Donc on est le réseau de distribution, donc, paysage énergétique, différents acteurs, les producteurs, donc les centrales, les éoliennes, tous les producteurs d'énergie. Les autoroutes en fait de l'énergie, ben, c'est le transport, c'est RTE. Donc là, c'est les gros poteaux métalliques que vous pouvez voir à travers les parcelles. Et nous, Enedis, en fait, on achemine l'électricité entre ces autoroutes en fait, de la distribution d'électricité et les compteurs que vous avez chez vous ou dans les fermes. Voilà, c'est notre secteur. L'émission, rapidement, on raccorde tous les nouveaux clients, les énergies renouvelables. En ce moment, c'est en train d'exploser le nombre de raccordements d'énergie renouvelable. C'est ce photovoltaïque, les méthanisations, les éoliennes qu'on raccorde tous les jours. On accompagne les collectivités locales, bien entendu on conduit, on pilote le réseau, on a une tour de contrôle qui assure la réalimentation des clients 24 heures sur 24, le dépannage, ça fait partie de nos missions, et puis toute la mission de comptage, parce que bon, l'énergie il faut bien la compter et puis la facturer, donc on a cette mission de compter l'énergie et transmettre aux fournisseurs qui eux vont établir les factures. Voilà, c'est notre mission. Ce sur quoi on a travaillé, alors en fait... Enedis, au niveau national, en fait, a décidé de mettre en place des activités nouvelles qui visent en fait à anticiper les besoins, puisqu'on a un service public, les besoins des clients sur le territoire. Et donc en Lorraine, on a choisi de travailler sur le secteur de l'agriculture parce qu'on avait des projets et des liens, notamment avec les chambres d'agriculture. Et on a dédié une petite équipe que je pilote et qui a pour objectif de chercher quelles sont les évolutions futures du secteur de l'agriculture. Donc on a fait pendant quelques mois le tour de toutes les parties prenantes, les agriculteurs bien sûr, mais les constructeurs de matériel agricole, les assurances, les banques, enfin, on a vu un peu tout le paysage qui tourne autour du secteur de l'agriculture. Et là, on a constaté qu'il y avait l'émergence de nouveaux engins, donc robots ou pas, dans les parcelles. Et quand on a regardé un petit peu plus en détail, on a constaté que ces engins, il y en a pas mal qui sont électriques. Alors, il y en a qui sont thermiques, mais tout ce qui est actionneur, etc., sont déjà électriques. Donc, la transformation de thermique à électrique, elle est possible, en fait, et assez rapidement faisable. À partir de ce constat-là, on s'est dit comment ils rechargent. Actuellement, ils rechargent à la ferme, en fait. C'est-à-dire que, surtout parce que là, c'est pas mal développé dans la viticulture et le maraîchage, ils ont des plateaux, les viticulteurs, derrière le tracteur ou derrière un camion, ils chargent l'engin 6 ou 7 heures à la ferme, et puis après, ils font leurs travaux dans la parcelle, et ils reviennent le soir, ils rechargent, etc. Et nous, on s'est dit, nos lignes, où elles sont? Donc, d'où ce petit schéma-là. On a dit, mais nos lignes, elles sont dans les parcelles. Alors, généralement, elles sont vues comme un obstacle.
Alors il y a des poteaux de temps en temps, ils sont cassés, ça arrive malheureusement. Tant qu'il n'y a pas de blessés, c'est bien, mais voilà, il y a cette problématique-là. Mais les parcelles, enfin les lignes, elles traversent les parcelles pour aller de village en village. Et quand on a croisé, puisque le seul travail qu'on a fait, on a pris un étudiant qui nous a fait le travail, un cartographe. Il a croisé les données de la PAC, puisque vous déclarez toutes les parcelles dans la PAC, et on sait précisément, et ça c'est en open data, avec nos lignes, et on a constaté en fait que 80% des parcelles étaient à moins d'1 kilomètre d'une ligne. Donc, bon, 1 kilomètre, ça paraît loin, mais en fait, si vous êtes à 6 km/h, en moins de 10 minutes, vous pouvez aller vous recharger assez rapidement. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'énergie, en fait, elle est disponible dans les parcelles, mais il n'y a pas les stations-service, en fait, pour accorder les machines. Voilà. Et donc, le constat, il est parti de là, et on s'est dit comment on peut vous aider et anticiper les besoins des nouveaux engins pour accorder et recharger ces engins dans les parcelles. Voilà, donc là c'est le petit schéma qui illustre ça, et on voulait aller encore plus loin. C'est pas offrir dans les parcelles une recharge lente qu'on a mal à faire, c'est-à-dire que vous n'allez pas recharger en 6 ou 7 heures dans la parcelle, ça n'aura aucun intérêt, c'est d'avoir une charge rapide en fait. Et qui dit charge rapide, alors là je rentre un petit peu dans la technique, c'est courant continu en fait. Voilà, donc on change de mode d'alimentation, hein, donc on a du courant continu. Alors pour ceux qui ont des véhicules électriques, quand vous chargez en charge rapide avec des fortes puissances, vous êtes forcément courant continu. Courant continu, c'est les piles en fait, hein, le plus et le moins. Alors qu'actuellement, en France, c'est courant alternatif. Donc là, on est en train de réfléchir à ça. Comment on peut offrir une recharge peut-être en une demi-heure, 1 heure, directement dans la parcelle à partir du moment où on a des engins électriques. Et tout ça, bien sûr, ça contribue à la décarbonation du secteur agricole, hein, puisque en France, l'électricité est largement décarbonée. Et voilà, et donc ça permet aussi d'avoir cet avantage-là. Alors on a vu quelques avantages. Alors pour Enedis, mais pour les agriculteurs et la société en général. Donc de point de vue économique, hein, si vous pouvez recharger dans les parcelles, vous avez des batteries qui vont sans doute être plus petites. Hein, si vous pouvez les recharger plus souvent. Et alors je ne vais pas avancer par rapport au constructeur, mais j'ai cru entendre dire que le prix des batteries, c'est en gros 40 à 50% du prix de la machine. Donc si on réussit à diminuer les batteries, on a des machines qui deviennent plus compétitives par rapport à ce qu'on peut avoir sur le marché. On peut avoir plus de productivité à partir du moment où on recharge dans la parcelle parce que la machine elle va tourner beaucoup plus. Moins de logistique parce qu'on ne fait plus les pour venir recharger les machines. En termes de poids, alors ça c'est des choses qu'on a découvertes, hein, le poids ça peut être c'est un ennemi de l'agriculture. Si vous avez moins de poids sur les batteries, donc vos engins seront moins lourds, donc moins de tassement des sols, de la réduction sur l'usure prématurée des batteries, également du rendement de la machine lié aux pertes. Oui, donc ça c'est important, c'est un engin thermique, je crois que vous avez seulement 30% de l'énergie qui est fournie par le pétrole, qui est utilisée finalement mécaniquement pour la machine, 70%, bah, ça part dans les pertes mécaniques, la chaleur, etc. L'électricité, c'est 70% en fait, vous n'avez que 30% de pertes. Donc vous augmentez largement le rendement en utilisant l'électricité pour faire fonctionner la machine. Dégâts humains, bah, ça je ne vais pas revenir dessus, hein, mais sur c'était dit tout à l'heure sur la main d'œuvre, si vous avez des engins automatiques, et si demain on s'imagine transposer la tondeuse qu'on a dans les jardins dans un champ avec des machines automatiques, eh ben, forcément on va intervenir sur la main d'œuvre, des gains de temps, et puis je l'ai dit tout à l'heure sur l'environnement, réduction des gaz à effet de serre. Si vous traitez différemment les parcelles, les moins de produits phytosanitaires éventuellement, et puis la taille des batteries, forcément si elles sont plus petites, ça intervient, c'est parce que c'est des matériaux rares, hein, enfin, on en entend parler tous les jours, et donc on intervient aussi à ce niveau-là en utilisant moins de matériaux rares. Voilà, j'étais vraiment très compact, et puis bon, je pourrais répondre à vos questions, bien entendu. Bien, merci. Donc déjà une première perspective par rapport aux enjeux décarbonation. Je vais passer la parole après à Xavier Arnoux, hein, avec la vision de l'agriculteur, mais aussi de l'élu, hein, puisqu'il a la double casquette. Donc comment s'inscrit les perspectives de la robotique en grande culture. Merci Thierry, bonjour.
Donc effectivement, je voulais parler un peu des enjeux de l'agriculture de demain. Et dans ces enjeux, il y en a un, c'est assurer le renouvellement de nos générations. Si on souhaite conserver l'agriculture de qualité telle qu'on la connaît aujourd'hui, alors qualité, pas forcément que qualité produit, hein, qualité générale, eh bien on doit assurer ce renouvellement. Je rappelle juste qu'on a un agriculteur sur deux qui part en retraite dans les 10 prochaines années. Et il faut donc qu'on attire les jeunes pour venir reprendre nos exploitations. Et je pense que la robotique ou les nouvelles technologies sont un outil pour y parvenir. Alors, pourquoi déjà, ça peut rendre un peu plus séduisant nos exploitations. Hein. Les jeunes sont attirés par ces nouvelles technologies. Et d'ailleurs, ils savent beaucoup mieux les utiliser que nous. Hein. Pourtant, je ne me considère pas si vieux que ça, mais ils les manipulent beaucoup mieux que nous. Et donc voilà, on les attirerait avec ça. Je veux dire, non, on n'est pas ringards, nos exploitations ne sont pas ringardes, et elles sont bien séduisantes pour les jeunes. En plus de ça, on parlait tout à l'heure de la pénibilité. C'est un des critères qui peut faire rebuter les jeunes de revenir sur les exploitations. Hein. Le travail qui peut être pénible, les contraintes horaires, les travaux le week-end. Et le robot de traite, par exemple, est un bon exemple. On a pu déléguer des tâches qui pouvaient être difficiles ou dans des horaires difficiles pour une fermière à un robot. Et alors ça a laissé place soit du temps libre, hein, c'est le choix de chacun, mais aussi de la place pour prendre plus de temps à gérer stratégiquement nos exploitations, à la fois sur de la technique, à la fois sur de la gestion économique. Donc voilà, la délégation à la robotique pour moi est un atout pour les exploitations de demain. Aussi, un des critères qui peut faire rebuter les jeunes, c'est l'aspect économique dans nos exploitations. Et je pense que grâce à ces nouvelles technologies, on doit pouvoir gagner en compétitivité, on doit gagner en performance en optimisant à la fois la technique, à la fois, je disais, le temps passé pour nos stratégies d'entreprise. Je pense qu'on doit gagner de la compétitivité et ainsi montrer qu'on peut gagner de notre métier, enfin, gagner notre vie avec notre métier d'agriculteur. Donc voilà, je pense que ces nouvelles technologies, cette robotique est pour moi un atout pour assurer un outil pour assurer ce renouvellement des générations. Un des autres enjeux qu'on a en agriculture, c'est l'aspect agroécologique, hein, les enjeux environnementaux, les enjeux techniques. Et prenez l'exemple tout à l'heure du désherbage et de l'utilisation des produits phytosanitaires. En l'occurrence, le désherbage pour nous, chez nous, en Meuse et en France en général, c'est un des postes qui est difficile à réduire parce que s'il y a échec, les impacts se voient dans la durée et sont difficiles à rattraper. Et avec ces outils, cette robotique, on arrivera à moduler assez drastiquement intraparcellaire et ainsi réduire nos utilisations de produits phytosanitaires. Prenez l'exemple tout à l'heure, hein, quand on va désherber une parcelle, on prend l'exemple sur un hectare, je pense que les mauvaises herbes ne représentent avec 1% de la surface. Et si on arrivait à réduire 200 notre utilisation, quand on avait mis la barre à moins 50%, je pense qu'on peut aller bien au-delà de ça avec les nouvelles technologies. Il y a aussi l'aspect engrais, hein. On n'en a pas forcément parlé jusqu'à l'heure, mais on est déjà avancé sur ce sujet. Mais je pense qu'on peut encore aller beaucoup plus loin. Et si on arrive à apporter au bon moment, au bon endroit et à la bonne dose l'alimentation pour nos cultures, je pense que aussi on peut optimiser assez drastiquement l'utilisation de nos engrais. Et puis on ne parle pas de l'aspect gasoil. Si on passe par des solutions électriques ou autres de rechargement directement en parcelle, je pense qu'aussi on peut gagner sur ce poste. Et l'enjeu technique, je mettrais en avant, on parlait tout à l'heure avec Pascaline, des semis en drone où on n'a pas la possibilité d'y aller avec les tracteurs parce que c'est juste avant la récolte et
et un tracteur ne rentre pas dans certaines parcelles avant la récolte, et avec ces solutions, on pourrait améliorer notre technique et pouvoir ainsi amener, par exemple, un semis de couvert d'interculture juste avant la récolte et favoriser un semis quand on a des conditions humides ou avec l'humidité résiduelle dans nos parcelles. Et pour revenir sur le désherbage, on parle quand même de gros problèmes techniques par rapport à des résistances face à des produits. Ce genre d'outils, bineuses ou autres, qui pourraient nous amener une grosse aide en termes de technicité et d'efficacité sur nos parcelles. Donc voilà, je pense que la robotique, c'est un des outils pour nos enjeux de demain. Et je pense qu'il faut y croire. On entend beaucoup de personnes qui nous disent oh, c'est pas possible, oh non, on n'y croit pas, ça ne sera pas adapté à nos exploitations, à nos grandes cultures. Je pense qu'il faut, il faut pas partir de ce point-là. Je pense qu'il faut dire qu'on va y arriver. C'est déjà bien implanté, ça va très vite, ça va plus vite. Enfin, honnêtement, ça va plus vite que je ne pensais. Et je pense que demain, ces technicités seront adaptées à nos grandes cultures, telles qu'on peut voir ici en Meuse. Merci Xavier. Donc, des perspectives pour les petits hommes verts, bleus et de toutes les couleurs. Donc. On passe peut-être la parole à Arthur Adamczyk, de la Chambre de lecture de la Marne. Je dirais, avec sa vision, là aussi on parlait de la mise en place de la robotique, il a une vision sur les betteraves avec un marché qui était là, et comment cet exemple de la betterave peut s'étendre à d'autres cultures. J'essaierai de ne pas vous parler que de la betterave, hein, parce que pour vous c'est une culture un peu exotique. Mais voilà, dans l'absolu, les perspectives qu'on voit pour l'instant et surtout le retour d'expérience qu'on a pour l'instant, c'est principalement sur la betterave, avec 2 modèles de robots que je présenterai après. Donc pour vous donner un petit peu le contexte, depuis 2021, il y a eu 2 robots FarmDroid qui ont été mis en place au niveau de la Marne et de l'Aube. Ça a concerné grosso modo une 50aine d'hectares. Ça a plutôt bien marché, hein, puisqu'en 2022, il y a eu 12 robots qui ont été commercialisés toujours sur le même secteur, hein, Marne et Aube. Alors 12 robots dont j'ai la connaissance. Après, il y a aussi des gens qui ne sont pas adhérents à la Chambre qui ont investi, mais ça, je ne sais pas. Donc, il faut noter quand même que c'est une croissance de 437%, c'est pas négligeable. Et en 2023, donc croissance ralentie, mais on est quand même aujourd'hui sur 16 robots connus dans la Marne et l'Aube, dont un en conventionnel, à noter, hein, qui tourne vraiment en conventionnel. Et donc là, ça c'est pour le robot FarmDroid. Et après, en parallèle, on en a beaucoup parlé aussi tout à l'heure, c'est le développement du Nayo Dino. Donc un robot qui est conçu différemment, et ça, on verra après les différences de conception. Et pourquoi en fait on s'équipe de robots? Alors, je parle en tant que conseiller bio, mais aussi en tant que conseiller légumes. Donc l'objectif principal, c'est de se passer de la main-d'œuvre pour le désherbage manuel. Aujourd'hui, c'est compliqué pour un producteur de trouver 10 à 15 personnes qui vont intervenir sur une parcelle de 20 hectares. Ça va prendre une semaine pour désherber. Il faut gérer l'équipe, il faut aussi les trouver, donc c'est une contrainte concrètement. Après, un autre objectif qui est presque semblable, mais c'est gagner en réactivité sur le désherbage et réduire les coûts. Donc là, en gros, on est plutôt dans un objectif de compléter le travail du robot par du désherbage manuel, mais l'objectif, c'est d'avoir une parcelle propre à 100%. Le premier objectif, c'était vraiment de faire 0 désherbage manuel. Et enfin, au global, finalement, c'est l'objectif général, c'est de gagner du temps pour le producteur. Et c'est aussi ce qui a été dit tout à l'heure dans le retour d'expérience par Monsieur Autain, c'est finalement il y a une surveillance qui est accrue, qui est nécessaire parce que le robot, c'est de l'intelligence artificielle, alors, quand il y a l'IA, mais c'est pas une intelligence réelle. Il va faire ce qu'on lui dit de faire, mais il faut quand même contrôler ce qu'il fait. Et donc ça, on ne l'anticipait pas, mais c'est quand même énormément de temps à passer. À titre d'exemple, j'ai un agriculteur, l'an dernier, il a investi, et toutes les 4 heures, il allait voir le robot, donc 2 jours comme de nuit. Donc pour lui, c'était un deuxième bébé, concrètement. Donc voilà, après, donc, au niveau de la partie économique,
Donc là, c'est des chiffres, je vous dis tout de suite, à prendre avec des grosses pincettes, mais qu'on le mérite, on va dire, à peu près d'exister, pour donner un petit peu un contexte entre... Enfin, donc là, on est toujours en bio, donc c'est une comparaison avec des parcelles qui sont gérées entièrement par le Farm Droid, et des parcelles en conduite classique, hein, donc binage, RC-Trig, tout ça. Donc... Première ligne, enherbement inférieur à 50%. Ça veut dire qu'on a 50% on a moins de 50% de la surface de la parcelle qui est peuplée par des mauvaises herbes. Donc c'est quand même déjà énorme. Vous avez après la ligne rendement. Alors la ligne verte, vous avez à gauche c'est le minimum, à droite c'est le maximum et au milieu c'est la moyenne. Donc là on est sur des tonnes hectares. La mécanisation c'est le même principe. Donc voilà, vous avez en moyenne 861 d'euros hectare de charge de mécanisation et on rajoute à ça du désherbage manuel pour avoir une propreté de parcelle quand même acceptable. Et donc là concrètement avec le robot on est à 22h83 en désherbage manuel et quand on compare avec une conduite classique, en termes de rendement ça ne change pas. On est 60-57 tonnes, on va dire que c'est la marge d'erreur. Par contre, en mécanisation, le robot fait exploser les coûts de mécanisation, on double. Et en désherbage manuel, par contre, vous voyez, en fait, le robot a permis de réduire de plus de 50% le nombre d'heures à l'hectare passées pour désherber la parcelle. Ce qui nous donne à la fin une marge hectare de 3700, allez, on va dire un petit 3800 euros pour le robot, comparé à 3350 pour la conduite classique. Donc c'est des chiffres à relativiser parce que finalement, quand j'ai présenté ça aux agriculteurs, ils m'ont dit « Ouais mais non, nous la mécanisation, le coût du robot c'est pas le même. » Concrètement, moi j'ai pris un robot à 100 000 euros sur 20 hectares amorti sur 10 ans. Et les agriculteurs, eux, ont tendance à l'amortir sur 5 ans. Donc ce qui veut dire que moi, dans mes calculs, le robot me coûte 500 euros de l'hectare. Pour un agriculteur, il va en coûter 1000. Donc après, suivant le temps de vie d'un robot, pour l'instant c'est la 3e année, on espère qu'ils dureront le plus longtemps possible, mais on verra, peut-être que ça ne tiendra pas 10 ans, peut-être que ça tiendra plus. Pour l'instant, on ne sait pas le dire. Sachant que par-dessus ça, on a parlé aussi tout à l'heure, on peut l'utiliser en colza, donc ce qui fait que là, on part sur 20 hectares de betteraves, mais si on rajoute 20 hectares de colza à l'automne, on amortit le robot sur 2 fois plus de surface. Ensuite, donc, les perspectives de développement. Donc, on a eu une très forte demande en bio. Vous avez vu, la progression de 437% en un an, c'est quand même énorme. Donc, c'est qu'il y avait quand même une demande, une attente de la part des producteurs. Donc, on l'a identifié sur les betteraves, sur le colza et également sur les légumes de plein champ. En fait, ça a été très fortement mis en place sur des grosses exploitations dans l'Aube de légumes. Hein. Donc, le robot, il est capable de semer des carottes et des oignons. Et de les désherber. Et donc, à titre indicatif, un hectare d'oignons bio en désherbage, c'est 300 heures hectare. Avec le robot, on arrive à passer autour de 150. Donc là, c'est quand même un gros gain aussi. Et on a aussi du développement en conventionnel. Alors, anecdotique, hein, sur les betteraves, pour l'instant, c'est un robot qui tourne dans la Marne. Par contre, en chicorée, alors je ne sais pas si c'est spécifiquement le roux, mais je sais que la filière chicorée dans le Nord a beaucoup misé sur le robot aussi. Donc je ne sais pas où ça en est, mais en tout cas, c'était en bonne voie. Et à l'avenir, sur légumes de plein champ, du fait des retraits de matières actives régulières sur la culture. On a aussi des attentes importantes sur le tournesol. Alors, je parle beaucoup du Farm Droid. Après, je présenterai les différences. Mais aujourd'hui, on attend le Farm Droid sur le tournesol, sauf que sa conception fait qu'il n'est pas en mesure de semer des graines de tournesol. Et ça, c'est dommage. Et donc, nombreux projets en cours. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, la robotique, alors sur ce que je connais, c'est 2 écoles. Hein. Donc, on va dire un système GPS type Farm Droid. Le Farm Droid, concrètement, sa conception, elle est simple. Il mémorise la position de toutes les graines, la position GPS de toutes les graines dans la parcelle. Donc au final, une fois qu'il a sa position connue de graines, il a juste à passer autour avec ses éléments binaires. Et donc il n'y a pas de caméra. Et donc l'autre école, c'est la caméra, donc avec les algorithmes et l'intelligence artificielle. Et des 2 points de vue, on a quand même une évolution rapide, et surtout aujourd'hui sur l'algorithme et l'intelligence artificielle. Donc ensuite, quelle perspective d'avenir toujours? Donc les 2 voies de développement, donc le système GPS, donc on parlait donc le Farm Droid ou même les tracteurs drones, hein, les tracteurs autonomes. Donc aujourd'hui, alors je
je m'avance un peu, mais du moins sur le Farm Druid, c'est complètement opérationnel. On a des systèmes qui fonctionnent bien. On a une gamme de cultures concernées qui est en développement. Alors on ne va pas se cacher que sur le Farm Druid, elle reste un peu restreinte. On n'a pas d'incidence de conditions de luminosité parce qu'on n'a pas de caméra. Et par contre, alors toujours pour le Farm Druid, on est obligé de semer la parcelle pour pouvoir la désherber, parce qu'en fait, il mémorise ses positions de graines. On ne peut pas dire oh, ben, j'ai une parcelle de betterave en conventionnel, elle se salit, j'aimerais bien mettre le robot dedans. Si le robot la passe met, il ne fera rien. Et après, le système caméra, donc c'est Naio, l'IC Weeder de Stekete ou EcoRobotics, qu'on a vu tout à l'heure, la machine ARA. Donc là, la conception est beaucoup plus complexe. En fait, on a une caméra qui prend des images et l'intelligence artificielle et les algorithmes sont chargés de différencier la culture des adventices. Donc on pourrait dire, à la limite c'est facile, on a juste à dégommer tout ce qui n'est pas la culture, sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. La caméra, elle voit une plante, il faut qu'elle soit en mesure d'identifier si c'est une adventice ou pas, et donc il faut qu'elle connaisse les adventices. Et c'est ça qui est très long en fait, et qui prend beaucoup de temps. En fait, il faut faire reconnaître la culture à la caméra, il faut faire reconnaître les adventices aussi, et à plusieurs stades, à la levée, sur des stades plus développés. Et on a encore une autre contrainte spécifique à la main, j'ai envie de dire. On est dans des terres blanches, donc le blanc renvoie la lumière, donc ça gêne la caméra. On ne peut pas forcément travailler ou travailler en bonnes conditions quand il fait un grand soleil, alors que c'est le temps parfait pour biner. Et on est sur des terres froides, donc des cultures qui ont un développement foliaire qui est un peu moins important qu'en terres colorées type Meuse. Donc aujourd'hui, les algorithmes ou les reconnaissances de cultures sont faites sur des terres plutôt colorées, on va dire, et quand on fait venir le matériel dans la Marne ou dans l'Aube, dans des terres un peu plus blanches, c'est pas le même portefeuille, donc pour la caméra, c'est une culture inconnue, alors qu'on l'a fait passer sur des betteraves qu'elle est censée bien connaître. Donc en fait, aujourd'hui, ça prend du temps, parce qu'il faut acquérir les références, mais c'est un peu frustrant, mais il faut aussi laisser le temps au temps, et pas se dire ça marche pas, du coup je fais pas venir le matériel. Non, il faut faire venir le matériel pour qu'il apprenne, pour que ça puisse marcher après. Ensuite, au niveau des perspectives d'avenir, il reste un modèle économique à définir. On en parlait sur le bio, en fait c'est plutôt bien parti, mais en conventionnel c'est plus compliqué parce que c'est un gros investissement avec des prix qui ne sont pas forcément toujours les mêmes. Donc aujourd'hui, il faut savoir raisonner l'investissement de base dans un contexte où, d'une part, on a une volatilité importante des prix, c'est-à-dire que, là je parle du blé, mais en un an, le prix du blé a triplé. Et il va peut-être être divisé par deux. Comment on fait aujourd'hui quand on va voir la banque en disant moi, mon investissement, j'ai 100 000 euros, j'ai tel prix de production aujourd'hui, mais peut-être que demain ça sera plus, peut-être que ça sera moins. La banque a besoin d'informations un peu plus fiables ou moins volatiles en tout cas pour se positionner sur un prêt. On a aussi un contexte d'évolution réglementaire très rapide. Alors, je parle aussi en tant que conseiller légumes, c'est la folie, on perd une matière active par an. On est généralement au courant un an avant, mais des fois ça disparaît plus vite que ça. Les NNI, on s'y attendait pas forcément pour cette année et c'est parti d'un coup. Donc aujourd'hui, comment on investit au bon moment ? Est-ce qu'il faut vraiment anticiper au risque de ne pas avoir forcément ou de ne pas optimiser le matériel ? Ou alors est-ce qu'on attend que les produits soient retirés pour investir ? J'ai pas la réponse. Et on a aussi un contexte de saturation de marché rapide. Alors là, c'est l'exemple typique du bio. Par exemple, le Farm Druid a permis une augmentation des surfaces en betterave bio. Donc, on a franchi une grande marche avec ce matériel-là. Les sucreries ont trouvé leur surface, finalement, ils avaient des grosses ambitions en surface de betterave bio, ils les ont trouvées en 2 ans. Et aujourd'hui, le marché est plus qu'équilibré en sucre bio, c'est-à-dire que on maintient les surfaces, on les augmente surtout pas, et on a même tendance à les diminuer un petit peu. Donc aujourd'hui, un agriculteur qui a acheté un robot, qui faisait historiquement 10 hectares, qui a acheté un robot pour en faire 20, alors que la sucrerie n'est pas en mesure d'augmenter les surfaces, comment on fait ? Lui, il ne peut pas amortir son robot que sur 10 hectares, donc il faut trouver un terrain d'entente. Et donc aussi, comment positionner l'humain dans un milieu de plus en plus robotisé ? Donc on le disait, en fait, avec la robotique, on a une réduction du besoin global de main-d'œuvre.
Alors après, c'est aussi sur des périodes différentes. Il y a des gros rushs quand on met en route, il y a de la surveillance en cours de campagne. Après, quand le robot est dans la parcelle, il est entre guillemets autonome. Ça n'empêche pas qu'il faut aller le surveiller régulièrement. Donc on peut faire des choses en parallèle. Plutôt que d'être dans un champ à biner dans le tracteur, on laisse le robot biner, mais par contre, il faut aller régulièrement voir s'il fait bien son boulot. Et ce qui change aussi au niveau de la main-d'œuvre, et ça on en a déjà touché un mot tout à l'heure, c'est qu'on a besoin de plus en plus de technicité. On est plus sur de la simple soudure quand il faut intervenir. Là, on est sur de l'électronique. Il y a de la soudure, mais il y a aussi de l'électronique en plus. Donc ça demande justement, pour vous étudiants, de connaître un petit peu tous ces aspects-là aussi de nouvelles technologies. Et du coup, ouais, merci Arthur. Donc Philippe Potier, pour terminer sur la vision constructeur, parce que vous êtes constructeur de métier, mais aussi comment l'État envisage d'évoluer et plus ou moins rapidement, quelles sont les perspectives? L'État a mis un gros challenge à rebadrer. Attends, tu peux juste lever. Un gros challenge à rebadrer sur la gestion de plus de 21 millions d'euros de finances pour faire avancer des projets, mais surtout des projets qui vont rentrer dans des phases industrielles. En fait, on n'est pas uniquement dans les projets de recherche, on est vraiment dans le but de mettre en application l'échéance de 2027 et aussi des normes qui vont arriver, toutes ces choses, des vraies solutions qui seront, entre guillemets, qui viendront des constructeurs et des startups, mais qui seront cautionnées par des différents organismes et qui seront en phase avec l'attente du marché. Et, comme je l'ai dit, oui, des opérations à travers les écoles pour la formation des jeunes, pour pouvoir justement gérer ces engins. Alors, gérer ces engins côté technique pour tout ce qui est BTS, agroéquipement, mais côté aussi agriculteurs, jeunes agriculteurs pour l'utilisation de ces engins et aussi le transfert de leur métier, comme on le disait un petit peu avant. Après, un grand point qui me revient, qui n'a pas été cité tout à l'heure, en fait, l'agriculture de précision, elle est naturelle avec ces engins-là. Donc tout à l'heure, on parlait, c'est de plus en plus complexe à utiliser, etc. Aujourd'hui, sur un engin comme ça, vous allez avoir qu'un seul boîtier, en fait, globalement, qui va tout gérer, et qui sera peut-être même préétabli avant, parce que l'agriculteur aura préparé, entre guillemets, sa mission au bureau 2 mois avant. Aujourd'hui, quand vous montez dans votre tracteur, il y a le boîtier du tracteur, s'il est bien fait, il y a le GPS, il y a le boîtier du semoir à l'avant, il y a le boîtier du micro, il y a le boîtier derrière, et en fait, il faut gérer tout ça, et c'est vrai que c'est souvent, on en sourit, on les voit sur Internet, il y a des photos de tracteurs, c'est des vrais cockpits, quoi. Donc c'est sûr que l'agriculteur, le chauffeur qui a ça à manager toute la journée, quand ça habite à un endroit, on parlait de stress tout à l'heure mental, ça va, quoi. Enfin, voilà. Dans la robotique, l'objectif, c'est qu'on n'ait pas ça. Alors, on n'est pas ça parce que c'est naturellement intégré, contrairement à ce qu'on rajoute aujourd'hui sur les agriculteurs. Et tous les constructeurs aujourd'hui, et je reviens sur les débats de la cybersécurité, tous les constructeurs aujourd'hui travaillent sur l'ergonomie de ces outils, de ces applications. Donc là aussi, le gouvernement là-dessus appuie pour que on puisse utiliser ces engins facilement et faire le travail d'agriculteur. On revient au métier d'agriculteur. Voilà. Merci, je crois qu'on peut applaudir nos intervenants pour leurs apports. Et puis on va rouvrir une séance questions, donc toujours pareil. Est-ce que quelqu'un se lance pour une première question? Non? C'est très bien expliqué alors, non? Bon, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de réapplaudir un petit peu nos participants. Et